Presque tout le monde a entendu à un moment ou à un autre de sa vie une histoire de voyage dans le temps complètement incroyable, comme la célèbre annonce du magazine Blackwood's Home sur internet qui disait « Wanted, quelqu'un pour remonter le temps avec moi ». Ce n'est pas une blague. Au cas où, CA 93 022, P.O. Box 322, vous serez payé à notre retour. Vous devez apporter vos propres armes. Sécurité non garantie. Je n'ai fait ça qu'une fois auparavant. Bien sûr, c'est un canular, comme beaucoup d'autres cas similaires. Mais qu'en est-il des voyageurs en temps réel? Existe-t-il? L'idée que le temps comme l'espace puisse être envisagé comme une dimension, datant de la fin des années 1800, est ce qui a réellement déclenché les recherches scientifiques sur le voyage dans le temps. Nous pouvons tout simplement nous déplacer dans l'espace, alors pourquoi pas dans le temps? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons les plus mystérieuses histoires de voyage dans le temps qui vous laisseront pantois. Victor Goddard. Comme beaucoup d'autres cas de glissement temporel qui ont été rapportés sur la base d'individus qui prétendent l'avoir fait, voici un incident qui reste un mystère. Il s'agit du récit du maréchal de l'air de la Royal Air Force britannique, Sir Victor Goddard, qui a vécu une expérience terrifiante dans son biplan Hawker Hart en 1935. Victor Goddard, un commandant d'escadre de la RAF, volait d'Édimbourg en Écosse vers sa station d'attache d'Andover en Angleterre. Pendant le vol entre Andover et Édimbourg, il choisit de prendre la route de Dream en Écosse. Il a survolé une piste d'atterrissage abandonnée près de Dream. L'aérodrome a été construit pendant la Première Guerre mondiale et n'a pas présenté beaucoup d'intérêt pour Goddard. L'ancienne piste d'atterrissage a été convertie en ferme avec de la verdure envahissante et des hangars en mauvais état. Il a rencontré une étrange tempête alors qu'il survolait la région. Son avion a été submergé par les étranges nuages brun-jaune et les vents puissants de la tempête. Il a brusquement perdu le contrôle de son jet, le faisant chuter. Goddard a été certain de sa fin en s'écrasant dans les montagnes. Il ne pouvait voir ni le sol ni rien d'autre que ces nuages étrangement colorés. Mais ensuite, il s'est envolé hors des nuages et dans la lumière brillante du soleil. Il survolait toujours l'aérodrome de Dream, mais l'environnement avait changé. Les hangars qui étaient auparavant en mauvais état semblaient maintenant tout neufs. La base aérienne commençait à ressembler à une base aérienne avec 4 avions au sol. Ces avions étaient peints en jaune, ce qui n'était pas une couleur utilisée par la RAF en 1935. Il remarqua 3 biplans familières dont l'un lui parut étranger. Le 4e avion était un monoplan que la RAF n'avait pas en 1935. Il y avait également des mécaniciens dans le décor, bien qu'ils ne soient pas habillés comme des mécaniciens de la RAF. Alors que les mécaniciens de la RAF portaient une uniforme générale brun, ces mécaniciens portaient une tenue bleue. La tempête a rattrapé le jet une fois de plus, mais il a réussi à retourner à Andover. Ce qui est arrivé à Victor Goddard a été qualifié de glissement temporel, car ce qu'il a vu à l'aérodrome de Dream n'existait pas en 1935. Cependant, en 1939, le RAF était équipé de tout ce que Goddard avait observé. La RAF a commencé à peindre ses avions en jaune, un nouveau monoplan a été introduit sur la base aérienne et les combinaisons des mécaniciens sont devenues bleues. En 1939, Dream était revenu une base aérienne. Compte tenu de tout cela, l'incident semble être un cas de voyage dans le temps où Goddard est accidentellement entré dans le futur en volant à travers la tempête. Bien que Goddard ait qualifié l'incident de voyage dans le temps, beaucoup de gens pensent qu'il a fait pour attirer l'attention. Nous n'avons aucune idée si Goddard était un voyageur du temps involontaire. Que pensez-vous de cet homme? Aperçu d'un raid aérien. J. Bernard Houghton, un journaliste allemand, et son collègue le photographe Joachim Brandt ont été envoyés pour couvrir les chantiers navals de Hambourg-Altona en 1932. Les deux journalistes partaient après avoir été visités par un responsable du chantier naval lorsqu'ils ont entendu le bourdonnement des avions au-dessus de leur tête. Ils ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un exercice, mais cette impression a été rapidement dissipée lorsque des bombes ont commencé à exploser tout autour d'eux et que des tirs anti-aériens ont rempli l'air. Le ciel s'est soudainement assombri et ils se sont retrouvés au cœur d'un raid aérien. Ils ont sauté dans leur voiture et sont repartis vers Hambourg, loin du chantier naval. Cependant, lorsqu'ils quittent la zone, le ciel semble s'éclaircir et ils se retrouvent dans la lumière d'une fin d'après-midi normale. Lorsqu'ils sont retournés au chantier naval, il n'y avait pas de destruction, mais de brasiers induits par la bombe qu'ils venaient de quitter et pas d'avion dans le ciel.
Les images prises par Brent lors de l'attaque n'ont rien révélé d'étrange. Ce n'est qu'en 1943 que la Royal Air Force britannique a attaqué et détruit le chantier naval, tout comme Houghton et Brent l'avaient vécu 11 ans plus tôt. L'hôtel dans le temps. En 1979, deux couples britanniques en vacances dans le nord de la France roulaient en voiture à la recherche d'un endroit où passer la nuit. En chemin, ils ont remarqué des panneaux indiquant ce qui semblait être un cirque à l'ancienne. Le premier bâtiment devant lequel ils sont arrivés semblait être un hôtel, mais des hommes se tenant devant ont informé les voyageurs qu'il s'agissait d'une auberge et qu'un hôtel pouvait se trouver plus loin sur la route. Plus tard, ils sont tombés sur un bâtiment à l'ancienne portant l'étiquette « hôtel ». À l'intérieur, ils ont remarqué que tout était construit en bois dur et qu'il n'y avait aucun signe de confort moderne comme le téléphone. Leur chambre n'avait pas de serrure à la place de simples verrous en bois et les fenêtres n'avaient pas de verre à la place de volets en bois. Le matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, deux gendarmes portant des uniformes à capuchon très démodés sont entrés dans le restaurant. Les couples repartent après avoir payé une taxe d'à peine 10 francs et reçu des gendarmes des instructions pour Avignon qui s'avèrent très mauvaises. Après avoir passé 2 semaines en Espagne, les couples sont rentrés en France et ont décidé de séjourner une nouvelle fois dans cet hôtel intéressant, bien qu'inhabituel, mais extrêmement abordable. Mais cette fois-ci, l'hôtel est introuvable. Ils étaient certains de se trouver au même endroit, ils avaient repéré les mêmes affiches de cirque, mais le vieux hôtel avait disparu sans laisser de traces. Les photos prises à l'hôtel ne sont pas développées. Une petite recherche a révélé que les gendarmes français portaient des vêtements similaires avant 1905. Pris dans un tourbillon. L'histoire suivante raconte une interaction entre une femme inconnue et le docteur Raoul Rio Centeno, un enquêteur péruvien spécialisé dans les événements étranges. Le docteur Raoul affirme avoir été contacté il y a quelque temps par une patiente qui prétendait souffrir d'hémiplégie, c'est-à-dire de la paralysie complète d'un côté du corps. Elle prétendait avoir 30 ans mais n'avait aucune pièce d'identité pour le vérifier, déclarant qu'elle avait égaré sa carte d'identité. Ce cas était inhabituel car un scanner a révélé que tous les aspects de son corps semblaient tout à fait normaux, sans aucun signe d'hémiplégie. Lorsque la femme a été interrogée sur son cas, elle lui a raconté l'histoire suivante. J'étais dans un camping dans les environs de Marcahuasi. Il s'agit de la célèbre forêt de pierre à 35 000 miles à l'est du Pérou. Je suis sorti explorer tard dans la nuit avec quelques amis. Curieusement, nous avons entendu de la musique et remarqué une petite cabane éclairée par des torches. J'ai pu voir des gens danser à l'intérieur. Mais en m'approchant, j'ai ressenti une soudaine sensation de froid à laquelle j'ai prêté un peu attention et j'ai passé ma tête par une porte ouverte. C'est alors que j'ai vu que les occupants étaient vêtus à la mode du XVIIe siècle. J'ai essayé d'entrer dans la pièce, mais une de mes amies m'a fait sortir. La femme a ensuite affirmé que pendant qu'on la sortait, elle avait l'impression que son corps était partiellement paralysé, bien qu'aucun examen médical n'ait révélé de symptômes de traumatisme ou de paralysie. Ce type d'incident n'est apparemment pas inconnu dans la région de Marcahuasi, car d'autres résidents ont connu des événements similaires. Certains chercheurs affirment que l'endroit possède une sorte de portail dimensionnel. L'une des questions posées est de savoir ce qui serait passé s'il avait franchi la porte d'entrée de la cabane. Raoul a mentionné dans son rapport médical sur le patient qu'il a effectué un suivi plus complet par EEG sur le patient, donnant des résultats légèrement différents cette fois. Bien qu'il n'y ait aucun symptôme de traumatisme, de dommages au cerveau ou au vaisseau sanguin, il a remarqué une petite région de tissu qui présentait des signes de paralysie antérieure. Ce qui est curieux, c'est que cette paralysie semble avoir été causée par un manque de transmission du courant électrique vers certaines zones. Cette découverte a incité de nombreuses personnes à spéculer sur le fait que la prétendue passerelle dimensionnelle produit une sorte d'énergie qui peut avoir un impact sur le système nerveux et modifier la façon dont nos impulsions nerveuses sont confinées, ce qui aurait pu provoquer une sensation de froid chez le patient peu avant son approche de la cabine. À ce jour, aucune explication médicale ou scientifique n'a été donnée pour cette expérience ou les innombrables autres qui se sont produites dans les lieux environnants. La route du passé. Dans le numéro de printemps 1988 de Strength Magazine, Ken Moore a raconté l'histoire étonnante d'un incident de glissement temporel sur la route 167 au nord d'Abbeville, en Louisiane. L'incident s'est produit le 20 octobre 1969. Vers 13h30, un homme identifié simplement comme Elsie et son associé Charlie circulaient sur la route 167. Ils avaient les fenêtres baissées parce que c'était une journée fraîche mais agréable. Après avoir roulé un peu, ils ont observé une vieille voiture de tortue sur la voie suivante.
Ils ont suivi sa vitesse et se sont arrêtés à sa hauteur. Elle était morte, ont-ils déclaré, avec une plaque d'immatriculation orange de 1940. Ils ont supposé qu'elle était en route pour une exposition de voitures auquel appartenait à un collectionneur. Ce qui était vraiment étrange, c'est que sa conductrice, une jeune femme, semblait également vintage. Elle était habillée en vêtements des années 1940 et il y avait un enfant sur le siège passager. Dès qu'ils ont compris que la jeune femme était en danger, leur incertitude s'est transformée en un sentiment d'urgence. Elle semblait au bord des larmes, se souvient Mo. C'est alors que Elsie a demandé à la femme si elle avait besoin d'aide par la fenêtre de sa voiture. Elle a accepté d'un signe de tête. Il lui a donc fait signe de se garer et elle a de nouveau acquiescé. Elsie et Charlie se sont alors rangés sur le côté de la route devant elle. Lorsqu'ils se sont tournés vers la femme et sa vieille voiture, s'attendant à ce qu'elle s'arrête derrière eux, elle avait disparu. Ils étaient seuls. Une autre voiture s'est arrêtée derrière Elsie et Charlie à ce moment-là. Son conducteur a surgi, effrayé, et a demandé ce qui était arrivé à l'automobile devant lui. De son point de vue, elle avait tout simplement disparu. Ils ont parlé brièvement avant de chercher dans le brouillard pendant 1 heure. La femme et sa voiture avaient tout simplement disparu. Elsie et Charlie voulaient garder l'incident secret, tandis que le troisième homme pensait qu'il devait le signaler. Ces récits sont-ils vrais ou simplement des histoires? Que se passe-t-il lorsqu'une personne se retrouve soudain à regarder fixement une route inconnue, à perdre le ton, à trouver un objet hors de sa position ou à se souvenir de quelque chose qui n'est jamais arrivé? Racontez-nous dans la section de commentaires.